Eh bien, bonjour. J'aimerais vous raconter une anecdote personnelle, pour commencer. J'étais enfant, j'avais 10 ans, j'étais à la pêche avec mon père, sur un bateau. Et j'avais la ligne dans la main, on pêchait à la palangrotte, et un hameçon, un poisson mort à l'hameçon. Et donc je remonte le fil assez excité, à toute vitesse, et le fil s'enroule dans le bateau. Il devait y avoir plusieurs mètres de fond, donc je tire. Ça s'enroule, et puis quand le poisson arrive, je le lâche dans le fil, et il saute dans le fil, et le fil s'enroule encore plus. Et je vous laisse imaginer la suite. On a dû mettre 1 heure à essayer de démêler le fil, et la pêche s'est arrêtée assez rapidement, enfin au bout d'1 heure en tout cas. Et on est rentré avec un petit poisson à la maison, et on en a rigolé à table, et ma marraine qui était là, qui était une ancienne couturière, m'avait dit: tu sais Patrick, quand tu veux dénouer un fil de pêche, tu écartes les fils lentement d'abord, et puis quand tu vois où est le nœud, eh ben, tu vas commencer à le démêler. En fait, je trouve que cette image est très forte, et je me rends compte aujourd'hui que c'est une méthode que j'utilise dans mon travail pour bien comprendre les problématiques. C'est-à-dire qu'avant de dessiner un objet, il faut d'abord comprendre pourquoi on va le dessiner et quel est le sens qu'on va apporter derrière. Alors, quand on vient me voir, ça peut être une entreprise, une ville, une organisation, une association ou un inventeur. C'est pour dessiner un objet ou une série d'objets, ou penser à des services, ou à améliorer une organisation. Et je vais écarter les fils. C'est-à-dire que je vais toujours commencer par comprendre déjà si ce qu'on me demande a du sens, parce que parfois ça n'est pas vraiment le cas. Essayer de voir comment on peut aller plus loin que la question, et savoir vraiment à qui on va apporter un service, à qui ça va bénéficier au final. Et c'est aussi comprendre quelle est l'histoire derrière le projet ou l'objet, quelle est l'histoire de la personne qui vous demande de travailler. Elle a des rêves, elle a des ambitions, elle a peut-être un idéal. Essayer comme ça de s'immerger dans un univers de contraintes et d'idées pour commencer à imaginer, réfléchir et à poser le crayon sur une feuille. Donc, c'est vrai que pour moi, le design, c'est bien entendu, ça se termine par une forme, mais ce qui compte avant tout, c'est tout ce qui est avant et tout ce qui va se passer après. Quand on travaille sur des objets, on va réfléchir pas seulement, bien sûr, à l'esthétique de l'objet ou à la façon dont il va être utilisé, mais on va commencer à réfléchir à sa vie. Parce qu'un objet, même s'il n'est pas vivant, animé, il va avoir une vie chez les utilisateurs, si c'est une machine avec des ouvriers, et on va réfléchir à vraiment toutes les contraintes qu'il va rencontrer au cours de sa vie. Ça peut être, je sais pas moi, ne serait-ce que dans la chaîne d'assemblage, si vous dessinez un objet qui est pointu, agressif, et que la personne qui assemble s'abîme les doigts dedans toute la journée, c'est quand même intéressant à savoir. Et souvent on ne nous dit pas parce qu'on se dit « ah, le designer c'est un artiste, il ne faut pas le vexer ». Mais en fait non, au contraire c'est super intéressant parce qu'un bon objet, c'est un objet qui prend en compte l'histoire déjà avant même sa création jusqu'à son recyclage et sa fin de vie. Donc pour nous, je dis pour nous parce qu'on travaille à plusieurs en fait à mon agence, le design c'est vraiment un travail de l'intérieur vers l'extérieur. Très simplement travailler sur le squelette avant de commencer à y poser la chair, la peau, le regard. Et surtout le design c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire que ça commence à devenir intéressant quand on discute, parce que la qualité, je dirais, des designs, la qualité de nos travaux est toujours proportionnelle à la qualité des échanges qu'on va avoir avec nos interlocuteurs. Donc plus on va s'engueuler, se questionner, s'aimer, plus on risque d'arriver à des résultats intéressants. Et donc ce travail collaboratif, c'est vraiment un travail qui réunit les organisations, ou les entreprises, ou les villes, les utilisateurs, et le designer. Ça n'est jamais une création, c'est toujours une co-création. Et pourquoi dessiner des objets? C'est vrai qu'on peut se poser cette question, on est dans un monde qui est saturé d'objets, mais les objets c'est comme la vie. Et la vie ça change tout le temps. On pense aux cellules qui se reproduisent en permanence, et le besoin de métamorphose c'est le propre de l'homme. L'homme a besoin de faire son expérience du vivant, son expérience de son environnement, en dessinant, en imaginant des objets qui vont s'adapter à ce qui est sa problématique actuelle.
Alors, nous, on participe en tant que designer à l'aventure de l'objet, l'aventure de cette métamorphose, et on essaye de le faire de la manière la plus responsable et juste possible. Disons que c'est très important, parce que c'est un guide quand même qui peut nous amener à non seulement avoir des réponses à l'usage, donc des réponses pertinentes, mais parfois à repenser les usages et à imaginer de nouveaux comportements. Les objets, au-delà de l'usage, nous racontent des histoires. Les objets, si vous regardez par exemple une pince à épiler, on retrouve des pinces à épiler chez les Égyptiens il y a 5000 ans. Et elle n'a pas tellement évolué au niveau technologique. Quand on voit une amphore, par exemple, pour remonter le fond de la mer, on peut imaginer son poids en la voyant parce qu'on comprend ce que nous raconte la matière. On peut imaginer à quoi elle servait, ce qu'on mettait dedans, est-ce qu'on la portait à cheval, est-ce qu'on la portait en bateau. Donc toutes ces histoires-là, pour moi, sont très très importantes. Et j'ai toujours aimé les objets nus, c'est-à-dire des objets qui ne mentent pas, qui ne cachent pas leur misère par des capotages. Et c'est ce qui m'a guidé depuis le début, enfin depuis que je travaille en tout cas au sein de l'agence. Par exemple, les premiers objets que j'ai dessinés, c'était des guitares électriques en fonte d'aluminium. Et l'idée, c'était vraiment de repenser la lutherie en créant un objet en 1 seconde, un instrument de musique en 1 seconde. C'est-à-dire que l'aluminium fondu crée la matière, crée la forme, la structure qui va créer le son. Quand on retourne la guitare, on voit ce qui se passe derrière. Quand on la regarde devant, on voit ce qu'il y a devant. Rien n'est à cacher. Quand on a dessiné les vélos pliants, on les a travaillés en métal pour qu'ils puissent vieillir dans la ville, parce que ça va être heurté, ça va être choqué, ça va être transporté. Donc si vous mettez des capotages en plastique dessus, on va les casser, le plastique va vieillir, et puis vous aurez un produit en fait qui est abîmé et qui n'a pas assumé sa durabilité. Donc pour moi, je dirais qu'il n'y a pas d'objet noble ou pas noble. Il y a des objets justes et des objets faux. Et par exemple, si vous prenez un bateau qui doit traverser l'Atlantique, moi, les premières questions que je vais me poser, c'est pas comment on va faire la sieste sur le bateau. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va rencontrer, quels vont être les problèmes. Et les problèmes, c'est essentiellement l'environnement. On va s'intéresser à l'environnement du produit, l'environnement de l'objet. En l'occurrence, c'est pas étonnant si le bateau ensuite a des formes agressives, aérodynamiques. C'est pas une question de hydrodynamique, pardon. C'est pas une question de mode, c'est une question de bon sens. On va travailler aux limites de la matière, on va avoir un design de la performance. Par contre, si on travaille sur une poignée de porte, et c'est là où l'ouverture de l'usage est intéressante plutôt que l'intuition de la forme, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe le matin quand je touche ma poignée de porte. Je rentre du travail, je suis fatigué, j'ai des collaborateurs qui ont été très pénibles, donc je rentre, je tourne la poignée de porte, et qu'est-ce que je vais ressentir? De la chaleur, du froid? Est-ce qu'elle va me parler? Est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va être connectée? Est-ce qu'elle va prévenir de mon arrivée? Voilà, tout ça c'est vraiment c'est une recherche de sens, et tout ça pour moi c'est des bonnes raisons de renouveler les objets et de les repenser. Et comme disait Ettore Sottsass, c'est une bonne façon de débattre la vie. Enfin, c'est pour ça que tant qu'on vit, on peut faire ça. Par contre, il y a aussi des mauvaises raisons de renouveler les objets, et en l'occurrence, il y a l'obsolescence programmée. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on sait qu'on va mettre une petite pièce fragile dans un produit, ou un bug, et dans quelques temps, le produit va tomber en panne, et vous allez devoir en racheter un. Donc c'est pour nous faire consommer, et puis curieusement, je trouve que c'est une façon de penser un peu bizarre, parce qu'on ne va jamais racheter la même machine à laver, en tout cas la même marque que celle qui est tombée en panne, mais bon. Alors du coup, il y a une autre mauvaise raison, c'est l'obsolescence programmée par rapport au marketing. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un téléphone portable qui vous plaît beaucoup, qui est extraordinaire, tactile, et qu'ils ont déjà pensé à 2 générations après. Ils savent exactement quand il va être lancé, s'il n'y a pas de problème de process, et vous allez être très content de ça. Vous allez avoir l'impression qu'on vous donne une peau neuve, que cette obsolescence programmée va vous créer des enveloppes ou des carapaces qui vont vous permettre de vous sentir adapté à votre environnement, parce que c'est le problème de l'homme en fait. On est mal adapté. Et du coup, le design, en bon petit soldat, va accompagner ces mutations technologiques. Il va les rendre désirables, il va savoir faire rentrer les reconnaissances digitales dans des produits quotidiens. Il va savoir faire tout ça et vous donner envie de travailler pour vous payer ces objets. Alors, devant ce design de l'objet doudou, de l'objet qu'on va conserver, qu'on va avoir envie justement de conserver, mais qu'on ne va pas pouvoir conserver, moi je m'interroge, et depuis le début, c'est vrai que mon parcours, c'est aussi l'agronomie, et c'est des parcours vraiment liés à la nature au départ, et à des émotions fortes, qui font que j'ai toujours placé le bonheur plutôt à côté de la nature qu'à côté de l'objet. Et
Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation, on a beaucoup de produits. Est-ce que l'enjeu, c'est pas plutôt de réfléchir à comment réduire l'empreinte de l'homme sur la planète et comment rendre cette démarche séduisante, comment aller vers un process d'allègement, un design d'allègement, plutôt que de penser à augmenter l'homme. En fait, c'est une question fondamentale, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais simplement, au moins, je me la pose. Et donc, on prône à l'agence pour un design d'allègement. C'est-à-dire, quel que soit le sujet qu'on va aborder, que ce soit l'intervention dans un lieu existant ou la création d'un nouveau produit, on va réfléchir à comment faire juste ce qu'il faut pour apporter, c'est comme dans un plat, vous apportez juste les épices qu'il faut pour que ça ait de la saveur, mais pas trop, après ça dégoûte. Alors comment y arriver? On va remonter à la source du problème. Et là on revient à démêler les fils, mais aussi pour avoir une vision globale, pour voir loin. Voir loin, c'est pouvoir éventuellement avoir la chance de capter des signaux faibles, de savoir que, tiens, tel comportement et tel autre ont un lien, et je vais les rassembler, et je vais créer un nouveau produit ou un nouveau service, on peut aller vers la dématérialisation, qui va nous permettre de vivre différemment, de changer les choses, sans forcément en rajouter, peut-être en enlevant. Et enfin c'est vraiment la volonté de créer des solutions à terme qui soient créatives d'autonomie, qui aident l'être humain à ne plus subir en fait, le harcèlement technologique. Alors tout ça, c'est pas une imitation, c'est plutôt une redécouverte. On a 70% de la page, des produits qui nous entourent à réinventer, et à les réinventer avec une vision à long terme. Plus une vision à court terme, je change dans 2 ans, je change dans 1 an, une vision à long terme. Réinventer, revenir à la base, comment les produits peuvent durer, comment on peut les apprécier, comment on peut avoir du plaisir à boire dans un verre et à le garder parce qu'on n'a pas envie qu'il se casse. Et en fait, c'est vraiment l'idée de passer du beau commun, donc qui est en fait une notion esthétique du design, qui a du sens, puisqu'on a besoin de poésie, on a besoin d'histoire à nous raconter, de matière, au bien commun. C'est comment le design peut apporter toute sa matière grise, toute notre créativité, notre inventivité, nos notions techniques sur l'évolution des technologies, au bien commun. Alors, le bien commun, ça peut être aussi un lieu, on va parler d'un lieu public. Donc on a eu la chance de travailler sur le téléphérique du Pharon, qui est la montagne qui est juste au-dessus de Toulon. Et moi je connaissais très bien le lieu pour être allé enfant et même récemment avec ma famille. Et c'était vraiment traumatisant parce que l'idée d'avoir un impact négatif sur ce lieu, je savais que ça me coûte très cher. C'est-à-dire que ce n'était pas le client qui n'allait pas être content, en l'occurrence la ville de Toulon et la Rédif, mais c'était mes amis qui n'oseraient pas me le dire. Alors du coup, on s'est vraiment intéressé à l'histoire de la ville de Toulon. Qu'est-ce qui se passe? Toulon est là parce qu'il y a le Pharon, et parce que Toulon est coincé entre le Pharon et la mer. Donc toute l'histoire de Toulon est liée au Pharon. Les premiers hommes sont arrivés il y a 10 000 ans sur les pentes juste à côté du Pharon. Les Romains sont venus, ils ont cultivé du chêne kermès. Bon bref, je vais aller un peu plus vite sur l'histoire de la ville de Toulon. Mais en tout cas, la fortification et la protection de la ville s'est passée là, et ça a transformé Toulon en ville stratégique. Mais surtout, quand on est en haut, quand on est au Pharon, on voit de Porquerolles jusqu'à Cassis. Et c'est cette vue qui est extraordinaire, c'est cette ouverture, qu'on ne ressent pas du tout quand on est dans la ville. Et les Toulonnais, la plupart du temps, ont oublié, ils ne connaissent pas très bien l'histoire de la ville, et ont oublié qu'il y avait cette montagne nourricière au-dessus. Donc on a créé un parcours qui permette aux visiteurs de redécouvrir Toulon en montant au Pharon. Puisque une fois là-haut, ce qu'il va vouloir voir, c'est la vue. Donc tout ce qu'on a, nous, comme temps pour intervenir, c'est entre le moment où il arrive et le moment où il est arrivé là-haut. D'accord ? Donc déjà, on a travaillé sur une identité, sur une signalétique, c'est ce qu'on nous avait demandé, en fait, dessiner une signalétique et du mobilier. Cette signalétique, on l'a voulu ancrer dans l'histoire du site, on a voulu respecter le travail de Pascalet, qui est un architecte de la région et qui avait fait cette gare qui est superbe et qui est travaillée tout en strates blanches de béton, un petit peu inspiré à l'époque des bateaux. On a dessiné un mobilier convivial dans le même esprit que les gares, c'est-à-dire comment s'insérer dans un lieu plus en nettoyant avec la gomme qu'en rapportant notre empreinte, en marquant notre territoire. On a créé un parcours avec des pictogrammes qui rappellent et qui donnent envie d'en savoir plus, aux grands comme aux petits. Et ce parcours raconte l'histoire de la ville et du Pharon. Et il est ensuite repris dans des documents qu'on a travaillé avec l'Académie du Var et aussi sur des documents qu'on va pouvoir emporter chez soi. En fait, c'est tout un univers, toute une expérience qui permet en fait
de profiter de l'arôme de cette visite encore plus longtemps que la visite elle-même. On a pensé au petit. Happy Fork, c'est un projet de fourchette électronique. En fait, l'idée, c'est que la plupart des gens mangent trop vite. On mange tous trop vite et on se fait mal. On se fait beaucoup de mal. On a des problèmes de poids, on a des problèmes de dose de sucre, on a des problèmes de stress, de reflux gastrique. Et l'idée de Jacques Lépine, donc, qui est l'inventeur de cette fourchette, ça a été de travailler non pas sur un pansement, ce que j'appelle le design Chatterton, c'est-à-dire essayer de corriger des comportements mauvais, mais plutôt de réfléchir à la racine. Comment on peut aider les gens à modifier leur comportement. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que la fourchette va vous aider à réapprendre, à reprendre le contrôle de votre alimentation sans vous soigner avec plus, mais plutôt avec moins. La fourchette se met dans la bouche et à chaque fois que vous la mettez, il y a un vibreur. Bzz, bzz, voilà. Donc alors si vous mangez trop vite, ça ne le fait pas. Donc il faut mieux se ralentir. Et petit à petit, ça marche. Et ça aide pas seulement les personnes adultes, mais ça aide aussi les enfants qui ont des problèmes de sous-alimentation. Donc c'est vraiment un travail au départ qui est orienté vers les médecins et les hôpitaux. Ce qui veut dire beaucoup d'études sur l'architecture produit, l'ergonomie et la connexion. Ces trois univers. Le médical, le numérique et surtout le plaisir. Parce qu'il faut dédramatiser l'usage de ce qu'on vient. Et enfin, pour finir, je vais vous parler de toilettes. On a travaillé avec Faire Autrement, qui, comme le nom de la société l'indique, nous apporte une autre façon de faire sur des toilettes sèches. L'intérêt de la toilette sèche est essentiellement de ne pas consommer d'eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, on met de la sueur sur les excrétas, et donc ça permet de créer une réaction en chaîne qui va transformer les détritus, enfin les excrétas, en tourbe. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que ça ne pollue pas l'eau. Et alors du coup, très vite, ça c'est le prototype qu'il nous a présenté au départ, qui était quelque chose d'assez imposant, avec des systèmes de... C'est pas une table d'accouchement en fait, c'est des bras pour se tenir. Donc en fait, on a cherché à diminuer le produit. On est arrivé à ça. Donc on a travaillé au départ sur une piste qui était mauvaise, parce qu'on n'avait pas bien compris le brief. On a entièrement repensé le produit quand on s'est rendu compte qu'il pouvait avoir un impact mondial, c'est-à-dire un impact qui pouvait aider des populations qui ont des vrais problèmes d'épidémie dans des pays chauds, je pense au HR, je pense aux camps de réfugiés, à limiter ces épidémies, mais de manière très simple. Et pour y arriver, il faut absolument penser le produit pour qu'il ne coûte pas cher et qu'il soit facile à transporter. On a fait beaucoup de maquettes, beaucoup d'essais, des essais même, des vrais essais. Et tout réside dans cette pièce là que vous avez derrière, qui est en fait le cœur du projet et qui est réparable en Afrique avec un élastique. Voilà, donc juste pour conclure, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est quoi le design en tant que designer industriel? C'est vrai que les gens voient toujours des belles chaises, des belles voitures et ça. Ce qui me touche aussi, je veux dire, c'est de très belles choses. Mais je dirais que le design, c'est avant tout bien comprendre le problème. C'est le premier truc. Ensuite, une fois qu'on a bien compris le problème, c'est trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut dessiner face à la porte. Merci.